parler aujourd'hui d'un film qui s'appelle Rashomon. Bon, j'imagine que vous tous vous savez que c'est un film qui a été fait par Akira Kurosawa en 1950 et qui a été basé sur deux contes d'un écrivain japonais et dont je ne me souviens pas des noms. Mais bon. Et un de ces contes, justement, il s'appelle Rashomon. Et vous savez aussi, j'imagine que c'est le film avec lequel Kurosawa est devenu connu dans l'Occident. Mais bon, je ne vais pas parler tellement du film, mais les rapports justement, ou les sujets qui développent ce film, que c'est justement la mémoire et les rapports qu'il a avec la vérité du passé. Savoir si la mémoire nous permet d'avoir un accès à la vérité passée ou pas. Alors ça va être un peu le sujet de la présentation. Alors on peut dire justement que ces films, selon ce que mon appréciation personnelle, développe un peu deux sujets. Un sujet, c'est justement celui que je viens de mentionner, c'est la relation de souvenir avec la vérité passée, si l'homme a une capacité qui lui permet d'accéder au passé ou pas, à la vérité de ce qui s'est passé ou pas. Il y a un autre sujet aussi qui m'a paru un peu important dans les films, mais peut-être je ne vais pas trop développer parce que ce n'est pas le sujet de ma recherche, c'est justement la nature de l'homme, si l'homme est égoïste ou altruiste. Et ça, c'est un autre sujet qui semble assez important dans les films, mais bon, on peut juste discuter après la présentation. Alors, j'avais aussi préparé une espèce, à part de la présentation, une espèce de résumé pour, je ne sais pas si tout le monde a vu les films, comment se développe chaque souvenir, chaque personne ce qu'il dit, si on passe directement et on continue avec la présentation. On peut peut-être vite fait voir que il y a une chose, un fait qui s'est passé, que c'est justement la meurtre d'un samouraï, oui. Et bon, il y a au tribunal, il y a différents témoignages. Il y a des témoignages des gens externes qui n'ont pas vécu l'événement, mais qui ont un rapport avec des traces, ou qui ont connu ces personnes-là, mais n'ont pas été dans l'événement, ils ne sont pas directement concernés. Et après, on voit les témoignages des trois personnes qui sont directement concernées. Ce sont justement les samouraïs, c'est lui qui est mort, qui parle à travers le chaman. Après, la femme, que c'était son épouse, et après, finalement, les bûcherons. Oui, les bandits. Oui, pardon, les bandits. Alors, ça, ce sont les trois personnes qui sont directement concernées avec l'événement, et après, on a les témoignages externes. Alors, au début, on voit qu'il justement, il y a trois témoignages externes. Il y a le bûcheron d'un côté, qu'il a vu juste, il dit au moins, au tribunal, il dit qu'il a vu juste, il a retrouvé des objets dans la nature. Alors au début, il a vu le chapeau de la femme, après les bonnets du samouraï, après les cordes, et après aussi un petit sac rocher. Et finalement, il a découvert le cadavre. Ça, c'est l'histoire du bûcheron, qui a un accès, si l'on peut dire, à des traces matérielles qui cet événement a laissé dans le passé. Après les bonzes, il a vu juste que la victime avec sa femme qui passait dans la rue. Il aussi le témoigne, que c'est un témoignage externe. Et finalement, il y a le troisième témoin, que c'est celui qui a retrouvé le bandit. Et bon, il dit justement qu'il a retrouvé près d'une rivière, qu'il était blessé avec des flèches. Et à côté de lui, il y avait toutes les pertenances du samouraï. Par exemple, le cheval, les arcs. Et en plus, le bandit était blessé. Alors là-bas, on peut voir dans les films, quand après la parole est passée justement au bandit, qui s'appelle Tajomaru, on peut voir le premier désaccord dans les films, justement, par rapport à un événement essentiel. Au début, c'est le troisième témoignage, la troisième personne, le troisième témoin, et il dit l'avoir retrouvé blessé, tandis que le bandit, il nie qu'il était blessé, que ce n'est pas possible qu'il soit blessé, qu'il est juste tombé. Il buvait de l'eau et après il sentait des douleurs, il a juste roulé par terre et c'est comme ça qu'il l'a retrouvé. Après, justement, on voit les témoignages du bandit. Alors, on va être un peu, je vais être désynthétisée un peu parce que ça n'a pas de sens de tout raconter, mais bon. Et il y a une série d'événements qui ne sont pas niés après par les autres témoignages. Alors jusqu'au moment du viol, si l'on peut dire, et les autres témoins ne nient pas les événements.
Et comment le bandit le raconte. Il raconte juste que il a vu ce couple passer et il s'est senti très attiré par la femme et bon, il a décidé de s'emparer d'elle, même si cela impliquait tuer les maris. Et alors, il a essayé de les éloigner de la route, il a convaincu le samouraï qu'il y avait quelque chose de caché, une espèce de trésor caché qu'il devait chercher dans la forêt. Et ils sont partis dans la recherche pendant que la femme restait toute seule. Et finalement, dans ces moments-là, le bandit profite pour attaquer le samouraï, il revient, il les ligote, il revient pour chercher la femme. Et là-bas, il invente une histoire qu'il avait une vipère qui avait mordu son mari. Et finalement, comme il la voyait tellement triste, et il ne supportait pas ça à cause de la jalousie, il prend sa femme et il lui montre que son mari, en réalité, il est ligoté. Et après, il y a eu l'épisode du viol, qui aussi, c'est ce qui est intéressant pour moi, de voir que justement pour les bandits, l'histoire, comment ils racontent, au moins les images, comment ils sont montrés, ils laissent entrevoir que lui ne sent pas qu'il a violé la femme. Je ne sais pas si vous avez senti comme ça, mais on sent plutôt que la femme, dans un moment donné, avec sa main, il les prend, parce que justement, elle aussi se laisse amener par ses désirs. Et alors que finalement, il y a eu un rapport sexuel, mais pas un viol. Et c'est là-bas que tous les événements sont différents selon chaque témoin. C'est là-bas qu'on peut commencer à voir les différences, qui dans une première instance, ils sont assez importantes. Je pense que comme spectateur, on voit que véritablement chacun il raconte une histoire qui n'a rien à voir avec les autres, au moins dans beaucoup des choses importantes. Mais après, je vais montrer que peut-être il y a des connexions, qu'il n'y a pas tellement de différences comme on peut apercevoir dans une première instance. Alors, selon justement les bandits, et il se va, alors c'était les bandits, et après le viol, alors, et c'est la femme qui lui dit que maintenant il doit se battre avec son mari, selon le récit du bandit. Et alors, ils se battent pour elle. Et on voit une espèce de combat où les deux sont très courageux, surtout les bandits. Ils montrent véritablement qu'ils dominent complètement le sabre, qu'il est très courageux et qu'il arrive à tuer l'homme et sans aucun peur, sans souci, et au 23e coup. Et après, elle part, elle décide de ne pas rester avec lui, elle part, mais il ne la cherche pas. Et ça, c'est l'histoire du samouraï, du bandit. Après, on a l'histoire de la femme. Alors qui diffère à partir justement du viol. Pour elle, justement, le rapport sexuel, ce n'est pas un rapport sexuel qui est volontaire, mais c'est justement un viol. Et après cet événement, elle dit que les bandits, il est parti. Et elle, alors, il s'est rapproché de son mari, il a perçu qu'il l'a méprisé et qu'en plus, il lui a demandé de se tuer. Et alors, il s'est évanoui. Et après, quand il s'est réveillé, il a trouvé que son mari était mort par la dague qu'elle avait. Alors là-bas aussi, on voit que, en plus, il y a un autre outil avec lequel le samouraï a été tué. Non, dans les premiers récits, c'est le sabre. Dans ces récits, ça serait la dague. Après, finalement, on a le récit du samouraï, que pour lui, justement, et après le viol de sa femme, les bandits l'ont convaincu de l'épouser, il a convaincu sa femme de l'épouser, et elle a accepté, mais il a demandé de tuer son mari, et le bandit l'a refusé. Et alors, il est parti, et c'est finalement que la femme aussi, elle part, et finalement, le samouraï, il décide de se tuer, avec la dague. Donc, c'est à nouveau l'élément. Bon. Et après, on découvre qu'en réalité, les bûcherons, qui avaient dit qu'il avait juste perçu des traces matérielles dans l'environnement, il dit non, que finalement, il était un témoin direct des événements qui se sont passés. Et alors, il considère que tout le monde ment, qu'en réalité, les événements se sont déroulés d'une autre manière. Et qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le bandit, effectivement, il a demandé à la femme d'épouser, mais il a dit qu'il ne pouvait pas décider, mais qu'il fallait demander à son mari. Il attendait aussi que son mari se batte pour elle, mais les maris refusent. Il dit justement qu'il ne va pas risquer sa vie, et pour elle, qu'il la considère de la même valeur qu'un cheval, et demande alors à sa femme aussi de se tuer, parce qu'elle a été doublement déshonorée.
Et alors, elle pleure et elle accuse finalement deux hommes d'être tous les deux des égoïstes et qui ne sont pas des véritables hommes. Et il demande à eux deux de se battre. Et finalement, ils le font. Mais le combat il est complètement différent du combat qui est présenté dans le récit du bandit. Dans le récit du bandit, on voyait que les deux se combattaient, ils saisissaient les armes, ils étaient courageux, surtout les bandits, ils n'avaient pas peur. Et dans cette histoire, les combats se déroulent d'une façon complètement différente. On voit justement que, surtout les bandits, sa main tremble, il a peur. Et il n'y a pas un combat véritablement avec des sabres, mais plutôt c'est par terre parce qu'il perd son sabre et il n'arrive pas à se mettre debout, il tombe tout le temps. Et finalement, après cette espèce de combat qui n'est pas trop glorieux, et le bandit arrive à saisir les sabres à nouveau et tue finalement les samouraïs. Mais elle s'échappe. Elle s'échappe et les bandits aussi. Alors jusqu'ici, on revient aussi maintenant à la présentation. Jusqu'ici, c'est qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire alors? Comment on la présente un peu Kurosawa? Il y a une espèce de scepticisme par rapport à notre accès au passé. Alors il semble que véritablement on ne peut pas accéder au passé tel qu'il s'est déroulé, qu'on a juste une espèce d'histoire, chacun une histoire individuelle, et qu'il n'y aurait rien de plus de ces histoires individuelles. Et cela amène un peu à une espèce de relativisme, parce que véritablement, il nous fait penser qu'on ne peut pas accéder à ces pensées, que chaque personnage, il invente l'histoire qui lui convient, et alors qu'il n'y a pas de moyen d'accéder à véritablement ce qui s'est passé. Ça, c'est un peu l'idée qui laisse suggérer le film. Et surtout, on peut le voir, peut-être c'est trop petit, je vais les lire, mais il y a des passages qui sont très intéressante, je trouve, et plutôt qui est centrée dans la discussion entre les bûcherons, les passants et les bonzes. Alors il y a une partie justement après le témoignage de la femme où le bûcheron il dit « tout est faux, les bandits, la femme ont menti », les passants ont dit « les hommes ne peuvent pas dire la vérité, ils se la refusent à eux-mêmes ». Et Bonze, il répond peut-être, mais c'est seulement parce qu'ils sont faibles. Leur faiblesse les oblige à mentir et ils se mentent à eux-mêmes. Et les passants répondent, les mensonges, ça m'est égal si l'histoire est palpitante. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a d'un côté les passants qui disent les hommes ne peuvent pas dire la vérité, c'est la refuse à elles-mêmes, laissent entendre qu'on n'a pas une capacité pour accéder à la vérité, au moins à la vérité passée. On parle de ça parce qu'on ne parle pas des représentations présentes. On ne parle pas de l'accès qu'on a à la réalité à travers nos sens. On parle de l'accès qu'on a à la réalité passée, à travers la mémoire. Et alors, le bûcheron, les passants, ils suggèrent qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas de capacité, parce qu'on la refuse nous-mêmes. Les bons effets plus, ils considèrent plutôt que ce n'est pas notre capacité, mais c'est dans la nature de notre volonté. Que c'est plutôt que c'est notre volonté qui est faible et qu'on préfère inventer et créer une histoire et pas utiliser peut-être une capacité qui nous est donnée, qui nous permettrait d'accéder à cette vérité. Et que finalement, c'est une question de choix de l'homme. Et les passants, après, ils suggèrent véritablement que, et un peu c'est cette idée que ça n'a pas trop d'intérêt quand même si on accède à la vérité ou pas. Finalement, si l'histoire est palpitante, est intéressante, c'est la même chose. Ça, c'est ce qui est important, justement, que l'histoire soit intéressante. Après aussi, il y a un autre passage à la fin du témoignage du mort, du samouraï, où le bûcheron dit « les morts ment, lui aussi », et le bonze répond « mais un mort ne peut pas mentir, les âmes ne peuvent pas être perverties à ces points ». Et les passants répondent « qui est sincère de nos jours ? On croit seulement l'être ». Et le bonze répond « quelle misère !» Le passant « on préfère oublier ce qui ne nous plaît pas. On finit par croire ses propres mensonges, c'est plus facile ». Le bonze dit « ce n'est pas vrai, il a un peu d'espoir encore ». Alors à nouveau, cette idée que l'homme, il a une volonté faible et qu'il préfère un peu reconstruire le passé tel qu'il lui convient à son propre histoire. Alors à nouveau, ici il y a les 3 points que j'ai déjà un peu développés. Cette idée de, d'un côté, la question sur la capacité de l'homme pour atteindre la vérité passée. On parle toujours de vérité par rapport au passé, pas par rapport aux expériences présentes. D'un autre côté, même si on a une capacité, notre mémoire il fonctionne bien, peut-être oui, on aurait une mémoire
qui nous permet directement d'accéder, de voyager dans les temps et accéder au passé. Bon, mais là, l'homme, il veut véritablement atteindre la vérité passée ou pas? La question porte sur la volonté. Et on pourrait voir aussi une troisième question qui est sur l'intérêt. Si véritablement il y a un intérêt pour accéder à la vérité passée ou pas. Ou c'est la même chose si on reconstruit une histoire complètement fausse. Alors, moi je vais plutôt développer la première, parce que c'est celle qui concerne plutôt si la mémoire nous permet d'accéder à la vérité ou pas. Et je vais laisser peut-être les autres questions pour la discussion, si vous voulez parler un peu sur la volonté ou l'intérêt d'accéder et d'atteindre la vérité sur le passé. Alors, je vais parler alors de la capacité. Quand on parle de la capacité d'accéder ou d'atteindre la vérité dans le passé, on parle de quoi? On parle de la mémoire, justement. Alors, c'est une question qui porte sur la mémoire, si la mémoire nous permet d'accéder au passé tel qu'il a été ou pas. Ou c'est la mémoire, c'est la même chose que l'imagination, par exemple. Il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est la même chose inventer une histoire qui ne s'est pas passée ou recréer quelque chose de notre passé qui s'est passé un peu, mais véritablement, il y a tellement des éléments qui sont imaginatifs qu'il n'y a pas de différence. Alors, ça a une question qui porte sur la mémoire. Et justement, je ne sais pas si vous savez aujourd'hui, mais maintenant, les paradigmes de la mémoire, c'est la reconstruction. Alors, on dit justement que les souvenirs sont reconstructifs, qu'ils ne sont pas des copies exactes du passé, mais ce sont des reconstructions. Alors, je vais vous présenter ces deux différences, et alors vous pouvez, si vous les connaissez un peu, ça va être intéressant. Alors avant, si vous allez feuilleter un peu les bouquins anciens, il y avait cette idée que des souvenirs étaient une espèce d'image mentale. Alors, un souvenir est une espèce d'image mentale que justement, une représentation d'une image mentale, qui pourrait être un véritable souvenir, il devait être identique, ou au moins très similaire à l'expérience perceptive passée. Alors, par exemple, pour Aristote, il y avait la forme ou le type des choses était gravé dans l'esprit, était préservé. On voyait aussi Hume, il y a un peu la même idée, la mémoire préserve la forme originale de l'impression sensorielle. C'est exactement presque la même chose. On retrouve les mêmes idées chez Locke. Alors, la mémoire est une espèce de deuxième perception seconde. Il nous permet de voir à nouveau ce qu'on a déjà vu. Alors, cette idée est une espèce de reproduction. Il nous permet d'accéder au passé, mais d'une façon, à travers une médiation. Et aussi pour Russell, les images sont des copies approximatives, moi il met cette idée, qui sont des copies approximatives des expériences sensorielles du passé. Alors, on voit que pour ces types de conceptions, de souvenirs, comme des images mentales qui sont exactement équivalentes à la représentation qu'on a eue dans les passés, on prend toujours la perspective ou le point de vue du soi passé. Alors il n'y a rien de nouveau, c'est juste voir à nouveau, c'est que notre moi passé, ou notre nous passé dans ces cas, il aurait vu. Les souvenirs sont des reproductions des expériences passées. Et la seule différence en général qui est marquée dans ces textes, c'est une différence par rapport à l'intensité. Alors c'était normal de dire en général qu'ils sont moins vifs ou qui ont moins de force que la perception passée. Ça serait la seule différence. Alors on a ces jolis dessins, vous voyez, on a une espèce de perception, cette image mentale, on perçoit ça. Et après, quand on se souvient, on sait la même chose, mais un peu plus décoloré. Alors c'est moins vif et moins intense. C'est juste ça, la différence entre une perception et un souvenir. Mais on sait aujourd'hui, je les prends un peu comme quelque chose des données, parce que la plupart des gens, ils considèrent, c'est les paradigmes depuis plus de 60 ans, que justement les souvenirs ils sont reconstructifs. Alors on ne fait pas comme une espèce de replay de ce qu'on a déjà vécu, mais on reconstruit comme si c'était un puzzle. Et alors c'est comme ça qu'on arrive à se souvenir de ce qu'on a vécu. Et il y avait justement Donald Hebb, qui c'était un psychologue canadien, qui a fait une jolie métaphore par rapport à comment nos souvenirs ils sont construits. Il considérait qu'on construisait les souvenirs comme de la même façon qu'un archéologue, un paléontologue, reconstruit un modèle de dinosaure. Alors il retrouve juste quelques os, et quelques pièces d'os, et à partir de ces pièces, il arrive avec les croyances qu'il a et les connaissances qu'il a par rapport aux animaux qu'il y avait dans cette époque, et à partir de ça, il arrive à reconstruire un modèle qui permet au moins de savoir comment l'animal était dans le passé. Et c'est le même type de travail qu'on retrouve dans les cas de la mémoire.
Alors j'ai aussi une citation de Martin Conway, qui c'est un psychologue anglais qui a travaillé sur la notion de mémoire autobiographique. Et bon, justement, il dit qu'aujourd'hui, on doit considérer les souvenirs comme des constructions mentales, et dans ce sens, ils ne sont pas comme des vidéos, des photographies ou d'autres moyens de reproduction, mais même s'ils peuvent contenir de l'imagerie mentale, ils sont simplement des constructions on dit transient et passagères. Et même si dans certains sens ils sont fiables et représentent de façon fiable le passé, ils sont compressés dans le temps, ils contiennent des détails qui sont plutôt inférés, de façon consciente ou inconsciente, et dans les moments qu'on les construit. Alors c'est cette idée véritablement, et attendez, on va passer ici, qu'on construit nos souvenirs à partir de beaucoup d'éléments. Il n'y a pas seulement, d'un côté, vous savez que les traces amnésiques ne sont pas des entités fixes et changent dans tous les processus. Alors les processus d'encodage, il y a un encodage sélectif des choses, on n'encode pas tout ce qui se passe, tout ce qu'on perçoit, on encode juste des petites choses de ce qu'on perçoit, selon nos intérêts, selon l'attention, mais pas nécessairement l'attention. Et après un processus aussi de consolidation de ces traces, qui se passe même pendant le sommeil, et aussi au moment de récupération. Tout ça, il y a des changements de nos traces amnésiques. Après aussi, les traces amnésiques de cet événement qu'on a vécu ne sont pas la seule cause de nos souvenirs. Aussi, les intérêts qu'on a dans les présents, les expectatives, les émotions des sujets, ils vont aussi contribuer à la détermination du souvenir, qui va alors dépendre du contexte. Comme c'est tellement connu qu'on ne se souvient pas de la même chose, on se souvient deux fois des similaires de la même chose. Et même si on se souvient de quelque chose qui s'est passé dans l'événement, chaque souvenir de ces mêmes événements il va être différent. On ne peut pas se souvenir de la même chose toujours de la même façon. Et finalement, on voit aussi, et maintenant c'est très connu, que les souvenirs n'ont pas seulement une fonction reproductive, ce n'est pas seulement qu'ils reproduisent les passés, mais aussi ils accomplissent d'autres tâches, d'autres fonctions cognitives, comme par exemple ils s'assurent la continuité du soi, aussi la préservation d'une espèce de cohérence dans les sujets. Ils sont utiles pour planifier le futur. On planifie le futur parce qu'on a des connaissances par rapport à comment ça marchait dans le passé. Et aussi, ils servent pour promouvoir les relations sociales. Alors, on va revenir ici. Je ne sais pas si vous connaissez Frederick Bartlett, qui était aussi, en 1932, il a publié un bouquin qui s'appelle Remembering, qui est très important parce que c'est la première fois qu'on a pensé et qu'on a mentionné la conception reconstructive des souvenirs. Justement, il a fait quelque chose d'assez similaire à l'histoire de Kurosawa, mais de façon plutôt expérimentale. C'est pour ça qu'on considère qu'il est un peu le père de la psychologie expérimentale. Il a fait lire un texte, une petite histoire qui s'appelle War of Ghosts, qui semble que c'est une histoire folklorique à différents sujets, et après il a testé à travers les temps comment il se souvenait de cette histoire. Et il a noté, il a fait la transcription de souvenirs, et il a vu qu'il y a eu un changement énorme de l'histoire, pas seulement de compression, les choses devenaient plus petites, il y avait des détails qui étaient oubliés, mais aussi des changements par rapport à des schémas qui avaient les gens, ils les adaptaient plutôt à eux-mêmes, à son histoire, à sa culture, ses origines, ils faisaient d'autres changements, alors c'était assez intéressant, c'était véritablement un peu la même idée qu'il y a eu Kurosawa, si l'on veut, non ? De voir comment même la même personne, il n'arrive pas à se souvenir de la même manière de quelque chose, mais ses souvenirs vont toujours changer. Les mêmes psychologues, Martin Conway, c'est lui qui a plutôt travaillé cette idée, non, que le souvenir en réalité doit être conçu comme une espèce d'espace de fiabilité qui a deux dimensions. Une dimension, c'est la correspondance avec le passé, et une autre dimension, c'est la cohérence avec d'autres croyances et d'autres souvenirs que la personne a. Et justement, dans un article récent, il avait fait une espèce de schème similaire en disant que la plupart de nos souvenirs, en réalité, ils sont très hauts en cohérence avec nos croyances, nos intérêts présents, et très bas en correspondance avec les passés. Tandis que, après, il y a très peu de souvenirs qui seraient véritablement aussi très hauts en correspondance et cohérence.
Et après, dans les cas de incohérence et incorrespondance, ça serait des confabulations, des illusions que le sujet a. Et dans les cas de souvenirs traumatiques, en général, ils sont très hauts en correspondance, parce que c'est les cas où, en général, les gens ils se souviennent, par exemple, des larmes avec lesquelles ils ont été frappés, ou des images très claires, même s'ils peuvent être fausses, non, mais très claires et très nettes, mais ils n'arrivent pas à l'intégrer dans une histoire. C'est pour ça que le souvenir revient dans les cas traumatiques. Mais la question principale, c'est que la plupart des souvenirs, selon cette personne qui a développé la notion des mémoires autobiographiques, qui a travaillé beaucoup sur tout ce qui est souvenirs personnels, c'est qu'en réalité, la plupart, ils ne sont pas en correspondance avec le passé, mais en cohérence avec nos propres idées, un peu comme l'histoire de Kurosawa, qui semble que chacun il veut faire correspondre l'histoire de ce qui s'est passé avec ses propres intérêts présents. Alors, il semble que cette nature constructive de la mémoire, il nous amènerait à une possibilité d'atteindre la vérité passée. Alors, si justement on essaie toujours de mettre en accord ce qui s'est passé avec nos intérêts pressants, nos émotions, ce qui nous convient, il semble que ça serait difficile d'accéder à ce passé tel qu'il a été, si c'est possible de le dire. Mais heureusement, et bon, ça c'est un peu le projet que j'aimerais développer après, on peut dire que notre mémoire n'est pas seulement fiable d'une façon interne, mais aussi la fiabilité de notre système de mémoire, il aussi s'appuie sur les souvenirs des autres, non, et sur aussi des traces matérielles qui sont laissées dans les mondes. Et bon, ça, je pense que... Et c'est vrai, on va revenir sur cette idée, mais je voulais dire juste, c'est vrai que par rapport à nos souvenirs, il faut toujours un peu distinguer la partie qui peut être plus, disons, avec laquelle on peut arriver à plus d'objectivité, que ça serait certaines propriétés qui ont un avènement, qui réfèrent plutôt à des propriétés que moi je considère qui sont facilement corroborables pour n'importe quelle personne qui a participé ou a été témoin du même événement. Par exemple, si on parle d'une fête, on faisait cette réunion même, après on va se souvenir, on peut dire, bah, ici il y avait 8 personnes, alors si quelqu'un se souvient qu'il y avait 6, et il va avoir une fausse mémoire, parce que justement il y a d'autres personnes qui vont dire qu'il y avait 8, ou il va avoir une photo peut-être, où il va être filmé, il va avoir 8 personnes. Alors, tandis que si par exemple on parle des aspects plutôt subjectifs, la signification qu'il y a cet événement pour chacun, ou les évaluations qu'on fait, ça c'est un type d'information sur l'événement qui va être personnel et qui ne peut pas être corroboré. Alors dans ce sens-là, c'est très difficile de dire qu'on peut accéder à cette vérité de ce qui s'est passé. C'est assez personnel, ce n'est pas les autres gens, ils ne peuvent pas apporter des choses pour dire si c'était vrai ou pas. Mais dans d'autres propriétés des événements, si. Et c'est justement ce type de propriétés qui peuvent justement être un peu corroborées à partir des témoignages des autres personnes et à travers aussi des traces qu'on laisse dans l'environnement. Alors, et si on revient un peu les histoires, j'ai fait ici un carreau en comparant un peu les témoignages de chaque personne qui a participé directement des événements ou qui a vu, qui a été justement un témoin complet de l'événement, comme le bûcheron, après il avoue à la fin. Et si on commence à regarder, on trouve que véritablement il y a plus de coïncidences de ce qu'on pense quand on voit les films. Au moins ça c'était mon impression au début. Au début, on pense véritablement que chacun a une histoire complètement différente. Et après, on commence à voir qu'il y a des différences, mais aussi il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, dans les cas, on voit un cas dans beaucoup de cas, on voit que c'est la femme qui demande, que les témoins ils disent que c'est elle qui demande au bandit ou qui demande aux deux de se battre pour elle. Dans les cas du bandit, dans les cas les samouraïs, il dit qu'il demande au bandit de tuer, les bûcherons aussi qui demandent aux deux hommes de se battre pour elle. Alors c'est juste elle qui est, au lieu de se souvenir de ça, en cas qu'il était vrai, elle se souvient juste que c'est évanoui. Alors après, par exemple, les cas de la meurtre aussi. Dans la plupart des cas, il y a juste les samouraïs. Bon, la femme, elle dit qu'il l'a retrouvé mort. Les samouraïs, elle dit qu'il s'est tué, mais dans les autres cas, elle dit que véritablement, les bandits l'a tué. La façon, c'est différente, mais les faits, c'est les mêmes. Après, justement, il y a des éléments, comme on dit, les bandits, ils veulent se souvenir que c'est lui, il avait plein de courage au moment de tuer, qu'il n'avait pas peur. Et les bûcherons, quand ils racontent l'histoire, si on peut croire à l'histoire des bûcherons,
qui serait le plus objectif, parce que c'est celui aussi qui a moins d'intérêt dans l'histoire. Il ne perd rien s'il change l'histoire. Il peut juste avoir des faux souvenirs qui sont produits de ces processus cognitifs, mais pas par rapport à d'autres intérêts personnels, comme c'est les cas du bandit, femme, samouraï. Chacun il essaie de maintenir leur honneur, de montrer qu'en réalité ce n'est pas leur faute, mais la faute de quelqu'un d'autre. Alors on voit quand même des similitudes. Il semble que les histoires, finalement, il y a des choses différentes. Et il y a des choses qui ne sont pas tellement différentes. Par exemple, le rapport sexuel, il est dans toutes les histoires. Bon, le bûcheron, je ne sais pas s'il l'a vu ou pas, mais il y a la différence par rapport si la femme, il était d'accord ou pas, s'il était un viol ou pas. Alors on peut dire que finalement, si l'histoire présente une vision très négative, dans le sens que véritablement, on ne pourrait pas sortir des histoires que chacun crée par rapport à leurs propres intérêts, on pourrait voir que justement cette idée, les témoignages des autres et des traces laissées dans les mondes matériels, il peut aider à construire la vérité telle qu'il s'est passé. Et il y a des points d'accord entre tous les témoignages qui pourraient être tenus en compte pour penser que quelqu'un a plus de raison que d'autres. Et il y a aussi les témoignages qui est plus désintéressés du bûcheron. Par exemple, qu'on pourrait penser que les autres ils avaient un intérêt plus précis de préserver leur honneur, mais pas les bûcherons. Il y a des traces matérielles qui ont aussi été très retrouvées par les bûcherons. Ça, c'est les cordes, les bonnets, sauf s'il a inventé. Et aussi, on pourrait examiner des traces physiques pour savoir comment les samouraïs, il est mort. Et alors là-bas, on pourrait écarter des possibilités que ce soit tué avec la dague ou pas, des histoires qui racontent c'est la dague ou c'est les sabres qui a tué des samouraïs, ou des traces physiques des violences. Alors c'est pour ça que justement, et finalement, on peut dire que notre système de mémoire en conjonction avec des autres individus, les systèmes de mémoire des autres individus, plus les mondes matériels, il nous permet au moins d'avoir un accès minimal à certaines vérités sur les passés, et qu'en général, cette liaison entre les systèmes cognitifs d'un individu plus d'autres individus plus les traces matérielles des scénarios des mondes, il est fiable, il est dans une grande mesure fiable. Cependant, ce qui est intéressant, c'est justement ça, que je ne veux pas parler, mais la fiabilité des souvenirs d'autres dépend de la sincérité. C'est justement ça, ce qui est un peu remis en cause dans les films, que les gens ne sont pas sincères. Et alors on voit que véritablement, pour pouvoir construire une histoire en commun de quelque chose qui s'est passé dans le passé, on doit compter sur la sincérité des individus. Et c'est là-bas que la question de la volonté, elle entre en nouveau en jeu. Alors véritablement, il y a une volonté de l'homme d'atteindre la vérité sur le passé ou pas. Et justement, il y a des cas, comme vous savez, des témoignages faux qui sont complètement conscients, que la personne, il commence comme dans même un des personnages, il dit, ils croient à leurs propres histoires. Il y a eu des cas, beaucoup de cas de témoignages faux, par exemple, des gens qui avaient dit, il y avait un Espagnol qui avait dit qu'il était dans les tours jumeaux quand ils sont exploités. Il avait inventé une histoire et finalement il n'était même pas là, mais il est devenu très connu à cause de ça. Et il est arrivé un moment qu'il avait cru à cette histoire. Comme par exemple aussi, c'était un cas d'un élément qu'il avait aussi créé une histoire qu'il avait été dans un champ de concentration, quand il n'avait pas été du tout dans un champ de concentration. Il le convenait d'un côté, mais après il était tellement entré dans cette histoire qu'il les croyait. Alors, il y a d'autres cas aussi pathologiques où il y a des faux témoignages. Et alors dans ces cas-là, ce n'est pas quelque chose de délibéré, c'est inconscient. Mais il y a d'autres cas qui véritablement c'est délibéré. Et c'est pour ça que cette notion de sincérité est tellement importante pour croire à d'autres. Et alors, bon, je vais laisser ces questions ouvertes par rapport à la volonté, aussi par rapport à l'intérêt, à quoi ça sert la vérité sur le passé, si c'est intéressant, si voilà, on peut juste créer n'importe quelle histoire qui nous convient et continuer, et il n'y a pas d'importance pour notre présent. Et après, l'autre question que j'avais aussi marquée, qui était très importante dans les films, mais que je n'allais pas développer, c'est la question de l'égoïsme et l'altruisme de l'homme. Alors, personnellement, il me semble qu'on voit un égoïsme dans les discours, tout le temps, et il y a justement le bonze qui dit j'ai perdu des fois dans l'humanité, j'ai vu la famine, la guerre, la mort, mais rien comme ça, parce que ça c'est pire, parce qu'on voit qu'il y a justement de l'égoïsme dans les discours, chacun juste pense à soi-même, mais à la fin on trouve un acte d'altruisme qui n'est pas dans les discours,
parce qu'il n'y a pas de sincérité dans les discours, on ne peut pas les savoir au moment de l'histoire, mais au moins il y a un altruisme dans l'action. Justement, quand le bûcheron il accepte enlever l'enfant qu'ils ont trouvé dans les monastères. Et là-bas, c'est comme ça que le bonze, il sent un peu que sa foi a été restituée, l'humanité a été restituée. Mais bon, mais ces sujets, c'est juste très simple parce que ce n'est pas mon sujet de recherche, je le laisse ouvert pour la discussion. Bon, merci.